Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler de se lancer dans l'entrepreneuriat. On va voir un petit peu quelles sont les étapes indispensables pour commencer, pour se lancer. Et si tu es déjà lancé mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps de te poser, de structurer ton entreprise, alors reste parce que cette vidéo, elle va t'être très utile. Il faut savoir que je reçois chaque mois des dizaines d'entrepreneurs en appel découverte. Et les créateurs d'entreprises me posent toujours cette question, ou du moins ont toujours le même problème, je ne sais pas par où commencer. Et de manière globale, souvent on voit cette montagne, on sait qu'on veut monter tout en haut, mais on ne sait pas du tout quel chemin il faut prendre. Donc on va ensemble prendre quelques minutes pour justement checker un petit peu les indispensables, les essentiels pour monter une structure solide, stable et qui va pouvoir durer dans le temps. Alors vous avez forcément un projet, vous avez envie de monter une entreprise. Vous avez un rêve, vous avez une passion, ou bien tout simplement vous en avez marre d'être salarié et vous voulez trouver votre indépendance. Alors pour monter une entreprise, déjà la première chose, ça va être de réfléchir concrètement à ce que vous voulez proposer. Réfléchir à vos offres, réfléchir à vos services, mais sans rentrer forcément dans le détail. La première question, c'est tout simplement de se dire qu'est-ce que j'ai à offrir ? Quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances et comment je vais pouvoir traduire tout ça en un service ou en un produit. Une fois que vous avez déjà, on va dire, dégrossi le trait, il va falloir vraiment réfléchir à ok, comment je vais vouloir travailler. Est-ce que je vais travailler de manière digitalisée? Est-ce que je vais venir m'implanter de manière physique dans un endroit spécifique? Ça, c'est super important parce que clairement, ça ne va pas du tout être le même projet et on ne va pas avoir besoin des mêmes outils. Donc une fois que vous avez réfléchi à ça, il va falloir rentrer clairement dans le vif du sujet et créer votre stratégie marketing. Pour créer une bonne stratégie marketing, je vais vous dire clairement, moi, comment je fais. La première chose, c'est que je vais réaliser une étude de marché complète pour bien comprendre actuellement qu'est-ce qui se passe sur le marché. Quelles sont les opportunités ou au contraire, quelles sont actuellement les limites ou les points problématiques sur le marché. Ça me permet de me rendre compte si déjà je m'insère dans un marché qui est potentiellement en crise ou au contraire sur un marché tout nouveau où il y a peu de concurrence. Donc c'est important que vous ayez toutes ces données en tête pour ensuite justement moduler vos services ou moduler vos offres, vos produits en fonction de ce que vous avez déjà pu observer sur le marché. En gros, si vous arrivez sur un marché qui est très concurrentiel, votre job, ça ne va pas être forcément de réinventer les choses, mais plutôt de voir comment vous pouvez faire mieux que vos concurrents et comment vous pouvez apporter une amélioration à ce qui existe déjà. Au contraire, si vous êtes sur un marché où il n'y a pas du tout de concurrence, un marché vraiment naissant, là, vous allez clairement pas avoir besoin de vous dire qu'est-ce que je peux améliorer. Donc c'est hyper important de réaliser cette étude de marché et puis ça va vous amener aussi de la conscience en fait tout simplement sur le marché et sur la situation, j'ai envie de dire, économique du marché. Une fois que vous avez fait cette étude de marché, moi j'aime bien faire l'étude de la concurrence. J'essaye d'observer ce qui se passe chez mes concurrents et surtout je ressors 2 points essentiels, ce que j'aime et au contraire ce que j'aime moins, ce que je trouve limitant. Globalement, l'idée, c'est pas d'aller regarder un par un des milliers de concurrents, mais vraiment de sortir les acteurs un peu majeurs, ceux qui cartonnent, entre guillemets, sur le marché, ou du moins ceux qui vous inspirent et où vous sentez vraiment que vous avez envie de vous rapprocher de ce type d'entreprise. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous allez pouvoir sortir votre positionnement. Et dans votre positionnement, il va falloir travailler sur vos plus-values.
quelles sont vos plus-values? Qu'est-ce que vous avez en plus ou du moins qu'est-ce que vous avez envie d'apporter en plus? Et c'est à ce moment-là où vous allez devoir réfléchir à comment vous allez vous différencier en fait. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux que la concurrence? Qu'est-ce que vous allez améliorer sur votre marché? Qu'est-ce que vous proposez d'unique par rapport aux autres? Et vraiment creuser toutes ces plus-values-là. Ça va vous permettre de sortir vraiment un positionnement unique et surtout d'avoir une idée concrète de vos piliers en fait de positionnement. En gros, pour faire simple, qu'est-ce qui fait que vous, c'est vous et pas un autre. Okay? Donc une fois que vous avez défini votre positionnement, il va falloir que vous veniez étudier votre cible. Okay? Donc votre cible, c'est qui est-ce que vous voulez toucher avec votre projet, qui vous avez envie d'aider et les problèmes de qui vous pouvez solutionner et vraiment réfléchir à cette cible de manière précise. Attention, ne vous enfermez pas dans quelque chose d'hyper limité, d'accord? Je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux, sur ces histoires de se nicher. En fait, la niche, c'est votre positionnement. D'accord? Il ne faut pas que vous commenciez à vous dire, eh bien, ma niche, c'est les femmes de 30 ans, blondes, qui ont tel problème. Là, clairement, vous allez réduire le champ des possibles et vous n'allez pas faire long feu. Et c'est l'erreur souvent que certaines personnes font. Alors oui, on peut venir se nicher sur une cible un petit peu précise en se disant, par exemple, je ne sais pas, je suis graphiste et je veux aider, je veux travailler pour des restaurants, des cafés. Mais la réalité, c'est que vous vous mettez déjà un obstacle qui est immense. Donc quand on travaille sur la cible, c'est plutôt réfléchir en termes émotionnels. Qu'est-ce que ressent ma cible? Quels sont ses problèmes? Comment moi je peux les résoudre? Comment mes offres vont pouvoir l'aider? Quel est le quotidien de ma cible? Qu'est-ce que ma cible aime? Au contraire, qu'est-ce que ma cible n'aime pas? Et vraiment vous questionner sur ces éléments émotionnels. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à vos offres. Et là, ça va être hyper important de travailler un système d'offres, d'accord? Un système d'offres, si vous êtes par exemple en prestation de service, qui va vous permettre en fonction des différents budgets, en fonction des différentes problématiques, d'avoir toujours une solution à proposer. Si vous travaillez en mono-offre, avec un prix très élevé, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous contacter, qui vont vous dire j'ai pas le budget. Si vous avez une autre offre un peu moins chère, avec moins de choses forcément dedans, vous allez pouvoir tout simplement faire basculer ce prospect-là vers cette offre-là. Pareil, parfois, on a besoin d'une offre d'entrée parce que les gens ont besoin d'être rassurés avant de potentiellement aller sur une autre offre. Donc, c'est important de travailler ces systèmes d'offres et de se dire forcément, si j'ai une offre très chère, c'est bien d'en avoir une peut-être un peu moins chère pour justement basculer mes prospects vers cette offre-là s'il y a vraiment un problème de prix. Ensuite, quand on parle structure d'offre, il va falloir aussi, par exemple, réfléchir à une offre qui va vous permettre de fidéliser votre clientèle. Une fois qu'ils ont fini de travailler avec vous sur cette partie-là, comment vous pouvez les faire basculer vers une autre offre qui va vous permettre de les garder. Moi, j'ai une phrase que je répète toujours à mes clients, ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client que d'en fidéliser un ancien. Et quand je dis coûter cher, ça peut vous coûter cher financièrement ou en temps en fonction de la stratégie d'acquisition que vous avez. Donc, il faut que vous pensiez aussi à comment je garde mes clients après, comment je les fidélise, comment je fais en sorte de leur proposer peut-être une offre qui va leur permettre de rester. Et c'est un petit peu la même chose si finalement vous faites du produit, c'est que vous allez peut-être avoir certains produits et après des produits complémentaires au produit principal. Donc il faut vraiment que vous pensiez à cet environnement d'offres et à créer quelque chose de logique, surtout qui vous permet de faire de la rétention client et qui vous permet bien entendu aussi de vous adapter aux différentes problématiques ou différents budgets de votre client. Et si vous avez bien travaillé sur votre cible en amont et sur votre positionnement aussi, vos offres en fait elles vont découler mais de manière complètement naturelle. Une fois que vous avez travaillé vos offres, il va falloir fixer vos prix. Alors comment on fixe ces prix? Déjà par rapport à ce qui peut se pratiquer sur le marché, on va essayer d'observer et puis on va voir si on propose des choses en plus ou si on propose des choses en moins. Ça va déjà donner un indicateur de si il faut se positionner plus cher ou un peu moins cher. Et ensuite, il y a votre valeur à vous, ce que vous jugez être votre valeur. Je vais être hyper vigilante sur ce point parce que je connais une personne qui fixe ses prix de manière complètement déconnante. Elle se dit, moi je vaux ça. Ok, mais si en fait tu fixes ton prix à 10 000 € la presta, mais que
ta cible n'a pas ce budget-là, en fait, au bout d'un moment, ça ne va pas matcher. Donc, il faut aussi, quand vous fixez vos prix, que vous preniez en compte quelle cible vous avez. Si vous avez une cible hyper premium, elle va peut-être être prête à investir beaucoup d'argent. Au contraire, si vous avez une cible de personnes avec moins de budget, forcément, il faudra que votre budget soit un peu plus bas. Peu importe en fait, même si vous vous dites moi je vaux ça, c'est surtout en fait par rapport à votre cible, quel est selon vous et par rapport au marché un prix qui est cohérent. Bien entendu, quand on est bon commercialement, on va pouvoir convaincre encore plus et augmenter petit à petit ses prix. Mais quand vous commencez, essayez de vous dire, moi j'ai toujours fait ça, est-ce que je serais prête moi à payer ce prix-là ? Et souvent, c'est vrai que j'arrive à avoir cette capacité empathique à me mettre à la place de ma cible et donc la réponse, elle vient naturellement où je me dis, oui, je serais prête à mettre ce prix-là parce que je sais qu'il va avoir un retour sur investissement ou parce que je sais que c'est rare ou parce que je sais que c'est très, très utile. Mais il faut vraiment que vous fassiez ce travail-là. Et puis de toute façon, une fois que vous avez fixé votre prix, il va falloir faire un prévisionnel financier pour vérifier que tout ça, c'est viable. Mais en tout cas, vous fixez vos prix par rapport à ces éléments-là. Une fois que vos prix sont fixés, il va falloir réfléchir à votre tunnel de vente. Et le tunnel de vente, il va être très simple. Il va falloir déjà réfléchir à comment vous allez acquérir vos clients. Et alors ça, c'est un point qui me fait des fois bondir au plafond parce que parfois, j'ai des clients qui sortent d'écoles de commerce et qui n'ont pas réfléchi à comment je vais acquérir mes clients. Comment vous allez faire votre acquisition client ? Avec de la pub, avec du contenu que vous allez produire sur les réseaux sociaux, avec les deux, avec du bouche à oreille, avec de la prospection commerciale, avec du SEO ou du SIA. Je fais une parenthèse sur le bouche à oreille, c'est que le bouche à oreille, moi je dis toujours, ok, ça c'est une petite partie de ton acquisition, mais c'est très rare de faire 100%, alors ça dépend de ses objectifs, mais c'est rare de faire 100% de son acquisition en bouche à oreille, même si vos services sont très bons. Ça va dépendre de votre secteur. Mais surtout, quand vous débutez, en fait, il ne faut pas trop compter sur ça. Moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent « je suis hyper déçue parce que je pensais que tous mes amis, toute ma famille allaient en parler et que du coup, j'allais avoir tous mes premiers clients grâce à ça. » Je vais être très honnête, souvent, c'est très décevant de compter uniquement sur son cercle proche. Donc ne comptez pas trop sur ce bouche à oreille au démarrage, mais allez chercher une acquisition, comme je vous disais, en SEO, en SIA, en création de contenu et ou en publicité. Et vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Après, quand on réfléchit stratégie d'acquisition, il y a plusieurs choses. C'est est-ce que vous êtes tout seul et est-ce que vous avez un budget ? Si vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir avoir plusieurs méthodes d'acquisition et chacun va se positionner sur une méthode d'acquisition où elle est la plus à l'aise. Par exemple, il y en a un qui va faire tout ce qui est prospection commerciale parce qu'il est à l'aise, etc. Il a du réseau, il est habitué à aller dans des réseaux professionnels, etc. etc. Et puis il y a une autre personne, elle va dire moi je ne suis pas à l'aise avec tout ça, par contre je suis très à l'aise avec le fait de tourner du contenu, donc je vais m'occuper de ça. Donc il faut que vous réfléchissiez à ça et surtout, souvent, moi je le vois avec mes clients, le critère numéro 1, c'est est-ce que j'ai un budget ou j'en ai pas ? Nous, au sein de l'agence, c'est vrai que la plupart du temps, on travaille avec des clients qui n'ont pas de budget. Et moi, j'adore ça parce que c'est un challenge. Et surtout, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité avec 0 € d'aller faire de l'acquisition client. Par contre, ça nécessite de mettre pas mal de choses en place et du coup, ça nécessite de s'investir en temps. Donc une fois que vous avez défini votre stratégie d'acquisition, vous allez passer vraiment à cette phase de comment je vais engager la personne. Donc c'est hyper important d'avoir potentiellement un contenu un peu plus long, une newsletter, vraiment de réfléchir à cette partie-là parce que parfois la difficulté c'est j'ai une communauté mais j'arrive pas à la convertir, j'arrive pas à la transformer. Donc il faut avoir un contenu un peu plus long qui va vraiment nourrir votre cible et pour ça, voilà, podcast, YouTube, newsletter, automatisation marketing, enfin, il peut avoir pas mal de choses. Ensuite, on va réfléchir à la conversion. Comment je convertis mon client ? Je vous donne mon exemple, moi je vais convertir mon client avec un appel découverte. Si vous êtes en prestat de service, ça peut être vachement intéressant. Mais il peut y avoir d'autres manières de faire de la conversion. Une fois que vous avez fait de la conversion, voilà, votre client il va rentrer finalement sur une des offres. Et puis l'idée, ça va être de réfléchir comment je vais fidéliser ce client. Comment je vais faire en sorte déjà premièrement qu'il recommande mes services, qu'il soit satisfait de mes services et surtout qu'il reste. Donc vers quelle offre ensuite je le fais basculer pour le garder.
Et au milieu de tout ça, moi, il y a un conseil que je vous donne qui est de vraiment réfléchir à comment je peux apporter le maximum de satisfaction à mon client et donc de réfléchir constamment à l'amélioration de vos services. Parce que la fin, en fait, de cette pyramide ou de cet entonnoir, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment de se dire il faut que mon client reparte avec le maximum de satisfaction. On n'est pas parfait, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a des clients qui sont un petit peu compliqués, donc c'est impossible de viser le 100% de satisfaction, mais en tout cas j'ai envie de dire c'est viser le 80% de satisfaction et laisser ces 20% qui vont être potentiellement des clients un peu compliqués qui de toute façon ne seraient satisfaits par rien ou bien par rapport à des périodes où dans votre vie vous serez peut-être moins au top et vous délivrerez un peu moins. Il faut se lâcher avec les 20%. C'est valable, c'est une règle que j'ai appris récemment, c'est valable avec le sport. En fait, si vous dites je vais aller 10 fois par mois au sport, en vrai, si vous avez fait 8, vous avez déjà atteint votre objectif. Parce que les deux, c'est les imprévus, c'est les maladies, c'est les choses comme ça. Donc réfléchissez à comment vous pouvez améliorer vos services, vos produits et faites surtout du feedback. Demandez du feedback à vos clients. On a toujours un petit peu peur de se confronter à ce que le client pense de nous, mais c'est hyper important et surtout ça montre aussi, ça fait partie de la qualité de vos services, ça montre une ouverture et ça montre vraiment aussi qu'on est à l'écoute du client et ça c'est très important. Une fois que vous avez déterminé tous ces points, en réalité, vous avez une stratégie marketing. Et ça, c'est la base. En réalité, pour commencer et pour se lancer, c'est ce dont vous avez besoin. Après, le branding, le site internet, la création de contenu, la communication, la publicité, enfin tous les moyens, j'ai envie de dire ça, c'est un second temps. Déjà, bossez sur ça. Vous devez commencer par ça. Mais il reste une dernière chose à faire que beaucoup d'entrepreneurs détestent et qui est pourtant indispensable, c'est le prévisionnel financier. Vous allez prendre un tableau Excel et vous allez vraiment noter par rapport au prix que vous avez fixé. Et aussi, si vous vendez votre temps par rapport au temps que ça vous prend, vous allez vraiment venir faire des hypothèses. Donc, dans ce prévisionnel, vous allez par exemple mettre offre 1, offre 2, offre 3. Et puis, vous allez tout simplement multiplier le prix de cette offre par le nombre, par exemple, de clients que vous visez par mois. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mon offre vaut 1 000 €. Mon objectif, c'est d'avoir 4 clients par mois. Okay, je multiplie ensuite par, souvent moi je mets 10 mois parce qu'il y a des vacances, il y a un peu de maladie, il peut y avoir des imprévus, donc je multiplie par 10 mois. Et ça va me permettre de savoir que si j'ai 4 clients par mois à 1 000 €, ça me fait 4 000. Et si je travaille donc du coup 10 mois dans l'année, ça me permet d'avoir 40 000 €. Et donc je note ça et moi à chaque fois pour mes clients je note vraiment des bases en me disant la base de clients par mois ou par trimestre ou par année en fonction de leur service. Une fois que j'ai noté ça, je vais venir faire une ligne avec toutes les charges fixes que je vais avoir. Donc il faut lister ces charges fixes et il ne faut pas être timide. Mettez aussi la provision sur matériel, la provision sur formation en vous disant tous les ans je mets 1 000 € de côté, comme ça tous les 3 ans je peux me payer une formation à 3 000 € parce que j'en aurai besoin. Ou je mets tous les ans 1 000 € de côté, ça me permet tous les 3 ans de me racheter un ordinateur et ainsi de suite. Donc mettez tout ça, si vous vous déplacez, mettez l'essence que vous allez vous coûter, même si vous êtes auto-entrepreneur, d'accord? Même si vous êtes auto-entrepreneur. Et il est vrai que moi j'ai une cible qui est essentiellement auto-entreprise parce que souvent c'est des créateurs, souvent en prestation de service et donc c'est vrai que c'est l'idéal de commencer par ce statut-là. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs sur bien choisir son statut. De manière globale, si vous êtes en prestation de service, commencez toujours par un micro. Il y a toujours ce truc de « Ah oui, mais si j'ai des charges, croyez-moi, il faut vraiment, pour le voir dans plein de prévisionnels, il faut vraiment avoir beaucoup de charges pour que ça devienne moins intéressant d'être en micro. Et de toute façon, au bout d'un moment, vous avez les seuils, donc ça vous oblige à passer par exemple en EI au régime réel. Voilà, ne faites pas forcément l'erreur de partir en SASU, de vous faire une fiche de paye. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Et donc, une fois que vous avez noté vos charges fixes, vous allez dire par an, par exemple, j'ai 30 000 € de charges fixes. Et ensuite, après, vous allez noter vos cotisations sociales en fonction du statut choisi. On va prendre le cas de l'auto-entreprise. Moi, je mets toujours 28% parce qu'il y a la cotisation formation, etc. Bon, normalement, voilà, on est plutôt à 26%, mais je rajoute un peu plus. Et du coup,
une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement, je prends le cas de la micro, me dire j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On va prendre 50 000, ça sera mieux parce qu'en micro, au bout de 2 ans, 100 000, on dépasserait. Donc j'ai fait 50 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Il faut que je retire 10 000 euros de charges fixes. Ça me laisse 40 000 euros. Et il y a aussi mes 28% sur mes 50 000. Donc en gros, voilà, je vais retirer 16 000 euros. Et du coup, ça me donne un résultat. Ok, ça me donne un résultat. Et ce résultat, je le divise par 12 et ça me permet de voir ce qui me reste. Ça vous permet de voir déjà, premièrement, par rapport aux objectifs que vous avez. Si par exemple, je veux gagner 5 000 euros, est-ce que j'y arrive et en ayant combien de clients? Et ensuite, si vous y arrivez et que vous vous dites, ok, il me faut par exemple 5 clients, c'est de vous dire, est-ce que ça me semble accessible d'aller chercher 5 clients par mois? Si la réponse c'est non, ça va être dur, j'ai pas de réseau, j'ai pas de budget pub, j'ai pas de communauté, etc. Il va falloir du coup soit revoir vos objectifs financiers à la baisse, soit augmenter peut-être un petit peu vos prix pour vous permettre, ou beaucoup, parce que des fois il y a des clients qui sous-facturent, augmenter vos prix pour vous permettre en fait d'être rentable. Et puis au milieu de tout ça, il y a un conseil que je donne, c'est de vérifier aussi que ça passe en termes d'heures. Si vous êtes en prestation de service et que vous vendez votre temps, c'est de vous dire, en fait, sur cette presta, par client, j'ai besoin de tant de temps. Il y a le temps avant la presta, l'appel découverte, l'onboarding, la facturation, le temps pendant et le temps aussi potentiellement un petit peu après. Donc, essayez vraiment de réfléchir à tout ça et si vous vous déplacez, par exemple, vous êtes photographe, pensez aussi au temps de déplacement. Ça va vous donner, par exemple, un ordre d'idée, vous dire, pour une presta comme ça rémunérée 1 000 euros, j'y passe 10 heures, ça me fait du 100 euros de l'heure. Et donc, ça vous permet de vous dire, quand en fait, par exemple, je me fixe comme objectif d'avoir 10 clients sur cette offre par mois, si par exemple, je passe 5 heures par client, ça veut dire que dans le mois, sur cette offre, j'ai travaillé 50 heures. Et ça vous permet de voir après, parce qu'en fait, on ne peut pas s'inventer des heures. Ça vous permet à la fin de vérifier, ok, en fait, si j'arrive à avoir tant de clients, j'arrive à mon objectif financier et par rapport au nombre d'heures que je peux travailler, que j'ai à ma disposition, je suis ok. Gardez toujours un nombre d'heures pour la création de contenu, pour votre propre facturation, votre comptabilité et potentiellement quelques imprévus. Donc ça sera l'objet aussi d'une autre vidéo sur comment organiser son temps pour être efficace. Et une chose vraiment qui est importante dans ce prévisionnel, c'est vraiment de faire plein d'hypothèses. Vous dire, ok, si j'en ai tant, si j'en ai tant. Et surtout aussi peut-être vraiment de vous rendre compte, même si j'ai tant de clients, ce qui est déjà super, en fait, en réalité, j'atteins pas du tout mon objectif. Et donc là, ça veut dire qu'il faut que vous revoyiez vos offres. Ça veut dire aussi potentiellement qu'il faut que vous augmentiez vos prix. Et c'est vrai que là, souvent, avoir un regard extérieur, ce qu'on fait nous pour nos clients, c'est super précieux parce que nous, on a l'habitude et on est capable de vous dire si c'est déconnant ou non d'aller chercher un objectif de tant de clients par mois. Parce que moi, je le sais, quand je vois par exemple un client qui me dit j'ai envie de gagner tant, je calcule et en fait, je me rends compte qu'il va devoir aller faire de l'acquisition de 30 clients par mois. Il me dit qu'il n'a pas de budget pub, je vais lui dire que ça va être impossible, je le sais. Donc c'est là où l'expérience elle parle et où on apporte une vraie plus-value à nos clients, en plus de les aider après à construire vraiment des offres qui vont être solides et bien cohérentes. Quand vous avez fait ça, votre stratégie marketing et votre prévisionnel financier, croyez-moi, vous avez fait l'essentiel du job. Et cette partie-là, je ne peux que vous conseiller de la déléguer à une agence business et créative comme la nôtre. Parce que c'est un métier, parce que vous avez besoin de conseils, parce que vous avez besoin d'un regard extérieur. Et nous, au sein de l'agence, on a 2 accompagnements. Un accompagnement fondation avec toutes les étapes pour réussir à créer sa structure ou la développer, où on va vraiment passer par plein de pôles, le marketing, le branding, le site web, la com. Mais on a aussi une autre offre qui s'appelle Focus, où là, on va justement vous livrer votre stratégie marketing et votre prévisionnel financier uniquement. Et du coup, ça vous permet forcément tout simplement de faire appel à nous sur déjà la fondation et le démarrage de votre projet. Donc, vous pouvez aller sur le site et vous verrez du coup nos 2 offres en fonction de ce dont vous avez besoin. Il est vrai que Fondation est très intéressante financièrement parlant parce qu'en fait, on a vraiment réduit les coûts pour faire en sorte d'avoir un accompagnement qui est accessible pour les créateurs d'entreprise ou bien pour les personnes qui ont démarré dans l'entrepreneuriat un peu par hasard et qui n'ont jamais rien vraiment mis en place, ou pour les entrepreneurs qui sont en train d'évoluer et qui ont besoin de repenser vraiment leur entreprise.
Donc, si vous avez vraiment un projet, je ne peux que vous encourager de faire appel à nous pour qu'on vous aide à créer cette stratégie. Là, je vous ai donné vraiment les grandes lignes. Ça vous permet aussi, vous, potentiellement, de commencer à mettre des choses en place. Mais vraiment, osez vous faire aider. Osez croire en vous et ayez le courage vraiment d'investir en vous. J'en sais quelque chose, pendant longtemps, je n'investissais pas en moi, je n'investissais pas en mes projets, en mes rêves. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'investisse en moi, c'est là où j'ai débloqué beaucoup de choses dans ma posture d'entrepreneur. C'est là où j'ai commencé aussi à faire beaucoup plus de chiffres d'affaires. Et c'est surtout là où j'ai commencé à vraiment m'épanouir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.